Donc, bienvenue à tous sur ce Mug Online, le second Mug Online de l'année, qui parlera donc de démarrer et mettre en production une application, notamment une application .NET, sur le cloud d'Azure. Et voilà. Comment pouvoir mettre une application de bout en bout, donc la démarrer, créer le nouveau projet, euh, sauvegarder ça sur un repository, mettre en place une usine logicielle et le déployer sur le cloud. Alors, pour l'organisation, tout ça est organisé au sein du MUG de Montpellier. On a à cœur de surtout vous proposer justement des sessions comme celle-là, des sessions découvertes, des sessions un petit peu technologiques, toujours autour de Microsoft, mais pas que, pour vous en apprendre un peu plus sur cet écosystème qui est merveilleux. N'hésitez pas surtout si vous avez des idées de sujets. On est toujours à la recherche de speakers. Donc si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez parler, que vous maîtrisez, si vous avez des connaissances à partager, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous ou aux autres Tech Hub de Montpellier qui se feront une joie de vous proposer une session. Pour me présenter rapidement, moi c'est Geoffrey Nurit. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le développement. Je porte plusieurs casquettes. Alors, je suis cofondateur de D26 et parmi les multiples casquettes que j'ai eues au cours de ma vie, ça a été développeur, chef de projet, un petit peu de DevOps aussi, puisque je suis pas mal orienté sur de l'IT et de la sécurité, qui étaient un petit peu mes domaines de prédilection à la base avant que j'attaque le développement en fait. Et tout ça fait que ça m'a amené à pas mal maîtriser en fait ces sujets un petit peu DevOps, un petit peu transverse. Et c'est pour ça que je propose maintenant de speaker, de vous proposer ce type de session pour vous faire aussi un petit peu découvrir ce genre de choses. Donc, j'avais déjà fait une session auparavant sur qu'est-ce que c'était le DevOps, le DevSecOps et comment on le mettait en place. C'était une session assez théorique. Et là, en fait, c'est un petit peu son second versant qui est le côté plus pratique. Alors, vous n'avez pas besoin de la première session pour voir cette seconde. Si on va directement attaquer en fait les différents concepts, comment les mettre en place. Et au passage, je parlerai de la théorie un petit peu autour. Si vous voulez me contacter, voici mon adresse, donc geoffreynurit@d26.com, que ce soit par mail ou via Teams ou le réseau Skype. Donc comme je disais, le but de cette session, ça va être de vous faire découvrir l'environnement Azure. Donc au travers des différents services qu'ils vous proposent, donc plutôt orienté développement, mais pas forcément. Découvrir cet environnement Azure, comment s'en servir, comment le mettre en place, comment le paramétrer. Pour ça, on va démarrer un projet de développement et on va essayer de le mettre en production, tout simplement. C'est un cas standard. Et dans la petite heure qui vient, on va faire tous ces process-là. Et à travers cette mise en place, on va démontrer que justement, quand on a un environnement tout MS, tout Microsoft, bah, c'est quand même vachement facile de pouvoir démarrer un projet et le mettre en production rapidement. L'idée aussi, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Donc, il y a le chat YouTube. Là, je vois justement bonjour Pierre. Ne pas hésiter à l'utiliser pour poser vos questions. J'essaierai d'y répondre pendant la session et au pire, j'ai prévu un moment à la fin de la session si jamais si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas vu ou d'autres nouvelles questions. Donc le plan va se dérouler un petit peu en quatre parties. D'abord, on va démarrer le projet et le mettre sur Git avec l'usine logicielle qui est Azure DevOps. Ensuite, dans un second temps, on va le déployer en ligne directement sur Azure. Donc on va créer ce qu'il faut sur Azure et déployer notre application. Enfin, on va essayer d'automatiser tout ça, puisqu'on déploie de façon brute, c'est rigolo, mais pour de la mise en prod, pour un vrai process métier, c'est un petit peu compliqué. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ces process et de les automatiser. Et enfin, on va voir deux, trois petites choses qui peuvent vous être utiles dans la vie de tous les jours, notamment surveiller son application, donc un petit peu tout ce qui va être requête, performance, erreur, tout ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser tout ça? Donc j'ai préparé quelques questions, juste pour vous connaître un peu plus. Donc il y a un site assez bien fait qui s'appelle menti.com, que vous devriez voir affiché. Je vous invite tous à aller sur www.menti.com et à utiliser le code qui s'affiche à l'écran en haut, donc qui est 43286, et pour justement me dire un petit peu quel est votre profil. Donc, pour apprendre un petit peu ce que vous recherchez au travers de cette session et potentiellement un peu mieux répondre à vos attentes. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre.
J'ai eu l'idée de cette mise en place suite à une session sur la AZ900 qui s'est déroulée en fin de semaine dernière, qui déroulait justement un petit peu les process Azure, mais qui n'était pas forcément rentré dans le détail, c'était quelque chose de très théorique. Et donc ils ont montré ce site qui est assez sympathique, où quand on fait une présentation, justement, on peut un peu plus interagir avec les auditeurs, ce que j'ai trouvé particulièrement sympa. Ok, donc pour l'instant, vous êtes majoritairement des développeurs. C'est effectivement donc une session parfaitement adaptée pour vous, hein, qui est très, très DevOps. Parfait. Et j'ai suite à ça une deuxième petite question. Est-ce que vous utilisez déjà Azure? Donc, grosso modo, est-ce que vous utilisez déjà Azure ou un autre cloud, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout cloud actuellement? Vous êtes full on-premise sur des VM, des racks. Ok, donc vous utilisez déjà pas mal Azure. Donc écoutez, j'espère que je vais vous apprendre des choses. Pour ceux qui n'utilisent pas du tout le cloud, ben, ça permettra de faire une petite initiation sur comment est-ce que ça marche, quels sont les concepts, comment est-ce que ça s'installe, hein. Comme quoi, c'est pas forcément très compliqué. Après, c'est à juger le coût que ça peut avoir, et aussi, c'est pas forcément évident de migrer du jour au lendemain. Mais on va voir que ça a quand même de sacrés avantages. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Donc alors, pour démarrer un projet de développement, moi, la première chose que je fais, en fait, c'est pas nécessairement attaquer le développement. Ça va être toujours de mettre en place le repo qui va servir à mon développement. Pourquoi? Parce que mon développement il soit léger ou non, petit ou pas, ça va toujours être intéressant de sauvegarder. En général, quand je fais quelque chose, il y a toujours un intérêt à ce que ça soit sauvegardé. Et surtout quand on ne fait pas forcément attention à la place ou au nombre de fichiers, au nombre de projets, qu'on peut le ranger un petit peu comme on le souhaite. Il n'y a pas de mauvaise raison, enfin, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas sauvegarder son projet. Donc, étant donné que c'est assez rapide, et c'est ce qu'on va voir là, la première chose que je fais quand je veux démarrer un projet, c'est de créer son repository pour des notions de sauvegarde ou des notions aussi de tout simplement de versionning, en fait, de le récupérer aussi dans le temps, etc. etc. Pour ça, je vais aller sur visualstudio.com, ce qui va me permettre de me connecter à l'usine logicielle de Microsoft qui est Azure DevOps, que vous avez peut-être déjà entendu parler auparavant sous le nom de TFS. Ça a beaucoup changé de nom dernièrement, mais maintenant ils sont assez ciblés sur Azure DevOps. Donc sur Azure DevOps, en fait, vous allez avoir plusieurs, ce qu'ils appellent des organisations, qui sont grosso modo des sortes de gros conteneurs en termes de sécurité et en termes de stockage de projets. Et dans vos organisations, vous allez avoir des projets. Cette interface va vous permettre en fait de naviguer entre vos différentes organisations, et notamment quand vous avez un profil un peu de consultant ou de prestataire, vous allez avoir vos différents clients qui vont pouvoir vous ouvrir des accès et qui vont se retrouver ici sur cette interface. Donc là, par exemple, je vais prendre mon organisation de démonstration et je vais créer un nouveau projet que je vais appeler DemoMug. Je vais pouvoir choisir si ce projet est public ou privé. Donc s'il est public, évidemment, il sera disponible à tout le monde. L'exemple le plus frappant, en fait, c'est Git, hein. Git, la plupart des projets sont censés être sont open source et peuvent être disponibles pour tout le monde. Bah, vous pouvez faire ce genre de choses ici. Et sinon, pour vos projets personnels ou professionnels qui doivent rester privés, vous le laissez privé. Vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses, la description de votre projet, euh, qui consiste donc, vous expliquer un petit peu en quoi votre projet va consister. Et ensuite, votre versionning de contrôle, vous avez accès à deux protocoles, Git et Team Foundation Version Control. Alors, TFVC est utilisé de façon, comment dire, c'est vraiment un reliquat de ce qui existait sur TFS. C'est un protocole qu'avait mis en place Microsoft, mais qui est de moins en moins utilisé aujourd'hui, puisque Git est extrêmement puissant et est devenu un petit peu la norme à ce jour. Donc, la plupart du temps, vous allez démarrer un projet Git et ensuite, vous pouvez avoir plusieurs types de gestion de projet, puisque voilà, j'ai parlé d'usine logicielle. Une usine logicielle, en fait, ça va être un logiciel qui va consister à gérer justement l'ensemble de vos projets de développement. Et gérer vos projets de développement, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir un endroit où stocker le code source, mais aussi comment le déployer, comment le mettre en prod, mettre en place un certain nombre de process, gérer votre gestion de projet, etc., etc. Donc là, en termes de projet, vous avez accès à plusieurs frameworks qui sont Agile, Scrum
ou pour les projets plus conséquents, le CMMI par exemple. Nous, on va rester sur un basique, parce que l'idée est vraiment de faire une petite démo, une petite démonstration rapide et concrète. Donc là, j'ai mon usine logicielle qui est paramétrée pour ce projet, sur lequel je vais pouvoir inviter des membres dans mon équipe, sur lequel j'ai accès à un wiki qui va me permettre d'alimenter des documents, du partage au travers de mon équipe. J'ai une notion avec Azure Boards qui va me permettre à faire tout ce qui est gestion de projet, donc la création de work items, avec le board de pouvoir gérer mes sprints et justement le travail qui est actuellement en cours. Je vais pouvoir gérer le backlog, mon backlog complet, faire des requêtes personnalisées pour rechercher certains types de work items spécifiques ou bref, j'ai accès à un requêteur assez puissant qui va me permettre de sortir des métriques si je le souhaite. Tout ça, ça va être la partie gestion de projet. C'est pas activé ici, mais dans les dernières versions, il y a aussi la possibilité de gérer tout ce qui va être planification de son projet et au travers de potentiellement plusieurs projets. Quand vous avez des équipes qui gèrent qui tournent entre différents projets. Alors, je vois une question. Oui, la vidéo sera disponible juste après. Si je dis pas de bêtises, YouTube va sauvegarder automatiquement la vidéo et la mettre à disposition. Et même si on décidait de la retravailler, je pense qu'elle serait disponible. Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a la partie repository. La partie repository qui va nous intéresser là, ça va être justement la sauvegarde de code. Donc là, on va pouvoir voir sauvegarde de code avec la gestion des fichiers. On va pouvoir voir les commits qui sont donc les, les sauvegardes, comment dire, les points de sauvegarde qu'on a pu faire au cours du développement, nos différentes branches pour quand on travaille en équipe, et enfin les pull requests. Si j'ai le temps, j'essaierai de revenir un peu plus là-dessus plus tard. Donc là, je vais initialiser mon projet avec un gitignore et un readme pour avoir voilà, une zone neutre. Et je vais cloner ce projet sur mon ordinateur. Donc là, j'ai tout un tas de liens qui vont me permettre de cloner mon projet très facilement. J'ai envie d'utiliser Visual Studio, je clique sur Visual Studio. Et ce qui va se passer, c'est que ça va automatiquement lancer mon application et me proposer de cloner ce projet. Là, c'est un projet vierge, mais si c'était un projet conséquent, ça serait exactement la même chose. Voilà. Donc là, il va me proposer de stocker mon projet. OK, je le clone ici. Donc ça va prendre quelques secondes. Au cours de la présentation, je vais essayer de minimiser justement les temps d'attente, notamment sur la création des services Azure, pour essayer de voir un maximum de choses. Donc là, il est en train de finir de faire le lien. Et voilà. Donc il a cloné mon projet avec mon README. Bon. Je vais l'ouvrir sur un autre écran. Voilà. Et je vais décider de créer un nouveau projet directement avec Visual Studio pour vous faire cette démo. Donc je vais créer un projet en .NET Core pour ce point-là. Donc là, je vais revenir sur ma présentation. Donc le .NET Core, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qu'a développé Microsoft, qui est basé sur le .NET Framework, qui est lui très connu. Le petit souci que Microsoft avait avec le .NET Framework, c'est qu'il était très puissant. C'est pour ça que c'était un langage qui était très utilisé, notamment sur les applications métiers un petit peu complexes et qui ont besoin de sécurité. Mais il avait de très gros détracteurs, notamment sur le côté open source et cross-platform. Ça, c'était très compliqué. Effectivement, c'était pas faux. C'est-à-dire que grosso modo, vous faisiez une application .NET, vous le lanciez forcément sur une machine Windows, que ça soit une machine Windows cliente ou serveur. Et il y avait effectivement comment dire, des ponts qui pouvaient exister sur du Linux ou du Mac, mais c'était très compliqué et ça n'a jamais vraiment percé. À un moment, ce que se sont dit Microsoft, c'est OK, on a un super framework, il est très puissant, il est génial. Le problème, c'est que on fait de plus en plus d'open source et même Microsoft a poussé de plus en plus l'open source. Mais notre framework de base, il n'est pas du tout open source. Ils ont décidé de le recoder, sauf que le .NET Framework est une masse assez immense et le faire du jour au lendemain, c'était très compliqué et non viable. Donc ils ont développé ce framework petit à petit en le reprenant à la base. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont appelé le .NET Core.
Ils l'ont repris à la base et ils l'ont pris petit bout par petit bout. Et là où le .NET Framework est un énorme bloc qui arrive d'un coup et vous utilisez plus ou moins de fonctionnalités à l'intérieur, l'idée du .NET Core, c'est qu'ils ont redéveloppé morceau par morceau en étant pour que chaque brique soit cross-platform et vous allez vous servir que des briques qui sont nécessaires. Et donc le .NET Core a évolué de plus en plus. Donc on a fait une session dans le Mug Montpellier il y a 1 an et demi à peu près. C'était la version 2.0, si je dis pas de bêtises. Donc ça commençait à être un framework qui était viable avec des fonctionnalités intéressantes. Actuellement ils sont sur la 3.1 où il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités du .NET Core, du .NET Framework, pardon, qui sont déjà reprises. Et la prochaine version va être la .NET 5, parce que pourquoi pas. Et donc cette version-là, si je dis pas de bêtises, devrait être la finale, ou alors c'est celle d'après. C'est-à-dire que le .NET Core, il évolue à côté du .NET Framework, mais l'idée c'est de rattraper le retard tout en faisant un code purement cross-platform. Et il va arriver un moment où en fait ils vont rattraper le .NET tout court. Il n'y aura plus qu'un seul framework qui s'appellera .NET ou .NET Core, je n'en sais rien, mais il n'y aura plus qu'un seul framework qui sera pleinement cross-platform. Voilà. Donc là, on va démarrer. Pardon. Hop. Donc là, on va démarrer une application en .NET Core et en l'occurrence une application web. Donc on va l'appeler là aussi DemoMug. Hop, c'est bon. Je décide de créer. Alors j'ai plusieurs templates qui existent lors du démarrage de mon application. Je peux créer une application vierge évidemment. Je peux aussi avoir une simple API si je décide d'avoir un framework front typiquement du style Angular ou autre. Alors on me dit c'est .NET 6 qui sera la LTS, je parlais de .NET Core. .NET 6 qui devrait être donc la version où tout sera regroupé, il n'y aura plus qu'un seul framework qui existe. Je peux créer aussi différentes web applications, une web application Razor ou plutôt modèle MVC. Et enfin, certaines applications qui sont donc orientées front-end avec des frameworks comme Angular ou React. Donc là, je vais utiliser un modèle MVC et je vais créer une authentification aussi directement à l'intérieur de mon application. Donc là encore, j'ai plein d'options qui existent. Des options très intéressantes pour le côté professionnel. Il y a le truc classique que je vais utiliser qui est d'avoir des identités, des comptes utilisateurs qui sont stockés directement au sein de la base de données de mon application. C'est le format un petit peu standard. Et puis quand on fait des applications un petit peu sympas de l'intranet ou autre, cette option-là est très intéressante, à savoir qu'on peut coupler directement son authentification à un Active Directory. Donc un Active Directory qui soit cloud ou on-premise. Donc là, j'ai que des options cloud, mais on peut aussi le faire avec du on-premise. Donc si vous avez de l'Azure AD, vous pouvez directement lancer une application qui va se greffer à votre authentification et permettre d'avoir du SSO. Pareil, quand je crée mon application, je peux créer une application Docker directement en cliquant ici, un Docker Linux ou Windows pour l'exécuter comme je veux. Donc là, je vais créer une application simple et je vais lui laisser me générer tout ça. Voilà, donc là, il m'a généré mon application et si je l'exécute, allons bon, effet démo, je vais peut-être aller un peu vite. Il n'a pas eu le temps de générer les packages nuggets. Donc si je l'exécute, donc là, vu que c'est son premier lancement, il va récupérer un petit peu tous les packages, il va compiler tout ça. Il va automatiquement me lancer une application web avec le code correspondant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Personnellement, j'ai fait beaucoup de PHP, j'ai fait une dizaine d'années de PHP. Et depuis que je me mets au .NET, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes, tant au point de vue de la sécu qu'au point de vue de l'architecture. Il y a pas mal de choses qui permettent de faire gagner du temps. Et typiquement, avoir un bootstrap comme ça, qui permet en 2 clics de générer une application, d'avoir déjà son login sécurisé, quelques pages, un micro template, bon, c'est pas mal. Un développeur, il a rien, il installe Visual Studio, il prend le projet, il clique sur Start, et grosso modo, il peut démarrer. Sa base de données va être embarquée avec SQL Express. Le serveur web 2IS est embarqué aussi, tout va bien. Donc là, j'ai lancé mon application, et du coup, il me reste plus qu'à la sauvegarder en ligne. Donc au travers du Team Explorer, en fait, qui est un peu l'explorateur
de tout ce qui est dépôt justement externe, je vais pouvoir sauvegarder mon application. Donc là, ce que je fais, c'est j'ignore les choses qui sont du code généré au niveau de l'application et qui n'ont aucun intérêt du coup à être sauvegardées en ligne, puisque ça va juste, comment dire, poser des problèmes à l'équipe en fait. Ils vont juste avoir des fichiers dont ils n'ont absolument pas besoin. Une fois que j'ai fait un petit peu le ménage là-dedans, je vais pouvoir lancer mon commit. Donc je vais dire voilà, c'est mon first commit et mon application. Ici, je viens de créer un point de sauvegarde qui s'appelle first commit, qui est un point de sauvegarde que j'ai mis localement sur mon PC et qu'ensuite j'ai envoyé sur le serveur. Et si je reprends donc mon usine logicielle ici, sur lequel j'avais juste mon README, je recharge et je découvre que j'ai bien mon projet qui a été sauvegardé. Donc là, ça veut dire que je peux commencer à travailler en équipe. J'ai un projet viable, je l'ai lancé, il s'est exécuté et je l'ai mis en ligne sur un serveur, sur le cloud, sur lequel je vais pouvoir travailler avec d'autres personnes. Donc maintenant que j'ai mis cette application et que je l'ai sauvegardée, ce qu'il va falloir, c'est l'exécuter. Donc je l'ai exécuté localement, c'est bien, mais maintenant il faudrait pouvoir utiliser Azure. Donc pour ça, je vais me connecter au portail, portal.azure.com, sur lequel je vais avoir tout un tas de services. Alors, pour reprendre un petit peu la présentation, il faut savoir que sur le cloud, vous allez avoir vous avez quatre types d'infrastructures qui existent, que ce soit sur le cloud ou autre. Vous avez l'on-premise, qui est grosso modo ce que je vais appeler les infrastructures à l'ancienne, entre parenthèses. Il ne faut pas le prendre de façon péjorative. Il y a beaucoup de cas sur lesquels c'est utile. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus de choses sur le cloud. Les infrastructures on-premise, ça va être le fait d'avoir une infrastructure qui est complètement gérée par vous. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre en place un serveur, quel qu'il soit, que ce soit un serveur web, que ce soit un serveur DNS ou autre, si vous le mettez chez vous, vous devez acheter un local, avoir de la place en tout cas pour entreposer ce matériel, acheter le matériel, gérer l'électricité, gérer les sauvegardes, gérer la connexion réseau, donc acheter un lien Internet, toutes ces choses-là, en plus de gérer le système d'exploitation, les middleware éventuels, les applications, etc., etc. Donc ça, c'est quand vous gérez entièrement votre infrastructure. Typiquement, c'est le cas des personnes qui ont répondu qui n'étaient pas du tout sur le cloud de ce côté-là. Mais aussi, les personnes qui peuvent avoir des services sur le cloud ont aussi potentiellement des services on-premise. Le côté SaaS, à l'inverse, c'est le service sur lequel vous gérez le moins de choses. Typiquement, c'est juste une application que vous allez consommer. YouTube, par exemple, c'est du SaaS. Typiquement, quand vous connectez à YouTube, vous connectez à un service, vous consommez un service, et en fait, vous consommez juste la partie applicative de ce service. Tout le reste, vous vous en fichez. Vous ne gérez pas les data, vous ne gérez pas le runtime, vous ne gérez rien du tout. Quand vous consommez n'importe quel service que vous payez en ligne sur un site internet, grosso modo, vous allez consommer du SaaS. C'est le cas par exemple d'Office 365, où quand vous allez consulter vos mails, vous vous connectez à mail.office.com, si je ne dis pas de bêtises, ou mail.office365.com, j'ai plus l'adresse en tête, et vous allez regarder vos mails et vous n'avez aucune idée de comment ça marche derrière. C'est potentiellement du Exchange sur un serveur, mais justement, dans le cas du on-premise, vous auriez dû acheter du matériel, acheter un système d'exploitation, installer Exchange Server dessus pour gérer vos boîtes mail. Avec Office 365, tout est géré pour vous. Et les deux cas qui vont nous intéresser ici, les deux cas qui sont sur Azure, que vous propose Azure, c'est le IaaS et le PaaS. Alors la petite distinction, en fait, ça va être toujours la responsabilité que vous allez avoir dans la gestion de l'infrastructure et de votre application. Dans le côté du IaaS, c'est là où vous allez avoir le plus de responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander de gérer assez bas au niveau de la couche, hein, c'est ce qu'il y a sur le schéma ici. On va vous demander de gérer notamment à partir de l'OS. Donc vous avez deux services notamment côté développeur qui vont vous être utiles en IaaS. Ce sont les machines virtuelles qui sont assez connues et tout ce qui va être stockage. Les machines virtuelles, c'est un exemple parfait. Pourquoi? Parce que quand vous demandez une machine virtuelle, vous allez demander un certain niveau de puissance, tant en mémoire qu'en CPU. On va vous donner cette puissance, on va vous installer un OS et vous allez tout gérer ensuite. Vous allez demander déjà un OS spécifique et ensuite sur cet OS, vous allez devoir gérer les mises à jour, vous allez devoir gérer les middleware, faire fonctionner votre application, les backups, etc. Enfin bref, il faudra gérer tout par-dessus. Par contre, tout ce qui est matériel, les disques, le CPU, la mémoire, ça, c'est pas votre problème.
Et ce que je trouve la partie la plus intéressante quand on fait du cloud, notamment pour les développeurs, ça va être tout ce qui va être PaaS. Parce que côté PaaS, en fait, on va vous demander de gérer uniquement votre application, grosso modo. Votre application et vos données. Vous allez déployer une application et Azure se charge du reste. Donc pour les services qu'on a côté PaaS, on a notamment les app services qu'on va voir tout à l'heure, hein. C'est un petit peu mon mode de déploiement privilégié. C'est que vous allez avoir un serveur qui est chargé d'exécuter du code. Vous allez balancer votre code dessus et s'exécutera. Voilà. Tout ce qui est mise à jour du système, gestion du middleware, tout ça, pas besoin de le gérer. Base de données aussi, grosso modo, quand vous commandez une base de données, c'est du PaaS. Les Azure Functions, qui sont quelque chose de un petit peu spécifique. On pourrait le confondre sur le App Service. Alors le App Service, autant vous allez déployer du code, mais c'est plutôt un gros projet et qui va s'exécuter, un projet web. Les Azure Functions, ça va être vraiment en termes de développement des fonctions spécifiques que vous allez développer qui vont s'exécuter en tant que telles. Euh, Elles ont pour but d'être exécutées puis éteintes directement. Là où les app services, eux, ils ont pour but de rester allumés un peu plus proche pardon, de la VN, dans le sens où vous allez demander une certaine puissance, et elle va vous être octroyée tout le temps que vous la demanderez. Là où les Azure Functions sont des choses très scalables, c'est-à-dire que vous allez développer une fonction, et quand vous allez l'exécuter, elle va prendre toute la puissance qu'elle a besoin et tout le temps nécessaire pour s'exécuter, et dès qu'elle a fini, elle va s'éteindre. Et enfin, tout ce qui va être Docker, donc Docker Registry pour stocker vos conteneurs Docker et Kubernetes pour gérer tout ce qui va être déploiement de ces conteneurs. Donc ça, c'est un petit peu les services que nous allons voir sur Azure. Donc, pour reprendre Azure, comme je disais, ce qu'on va attaquer en priorité, ça va être les app services. Les app services, parce que, comme je disais, ils sont assez souples, ils sont assez faciles à utiliser. On va laisser Azure se réveiller un petit peu. Depuis le confinement, c'est un petit peu compliqué Azure. Ils ont pris une sacrée charge en termes de demande. Donc je vais créer un nouveau app service qui va être du coup un nouveau stockage applicatif. Je vais choisir mon ressource group. Donc j'ai pas de ressource group pour la démo, donc je vais l'appeler ressource group démo mug. Les ressources groupes vont être comment dire, des catégories de stockage pour vos services Azure, ce qui va permettre de gérer la facturation et de gérer les droits d'accès au niveau de vos services d'Azure en fonction de ça, pour plus facilement s'y retrouver quand vous en avez plein. Donc je vais l'appeler DemoMug, c'est parfait, le site est disponible. Donc côté publication, j'ai le choix entre balancer des conteneurs Docker, conteneurs Linux ou Windows au choix, depuis un Azure Registry ou autre si nécessaire, ou sinon je peux balancer directement mon code. Et si je balance directement mon code, on peut voir qu'ici, j'ai pas mal de choix sur qu'est-ce que je veux balancer. Une application PHP, une application Python, du Ruby, etc. Si ici le choix ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de passer sur du YAS, sur une VM, sur lequel vous serez beaucoup plus maître de tout ce qui est middleware, justement, de tout ce choix-là. Mais si vous êtes dans des choix entre parenthèses standards, ne vous prenez pas la tête. Je vais ensuite choisir la région Azure dans laquelle je vais déployer ça. Donc je veux que mon application soit stockée en France pour des raisons de légitimité de données françaises. Imaginons c'est une application médicale ou autre. Donc du .NET Core sur une machine Windows en France. Et enfin, je vais choisir la puissance que je veux. Donc là, typiquement, je vais créer un App Service Plan et choisir quelle puissance je lui octroie. Alors, il faut savoir, les app services, ça va être vraiment le conteneur sur lequel votre application va être exécutée. Ça va être l'espace sur lequel votre application va être déployée et exécutée. Un app service plan, ça va être le service Azure sur lequel vous allez être facturé. C'est là où vous allez demander un certain niveau de puissance. Et pour ce niveau de puissance, pour ce app service plan, vous allez pouvoir y mettre plusieurs app services. Typiquement, ça va être de la ressource partagée. Vraiment, les app service plan, il faut voir un petit peu ça comme si vous avez déjà connu, comme les services mutualisés qu'on pouvait avoir avant, où on balançait une application PHP sur un dépôt FTP, et où ça marchait. Grosso modo, c'est un petit peu ça, en mieux, c'est-à-dire que sur un service mutualisé, vous partagez toute la puissance. Là, vous allez acheter une certaine puissance, et par rapport à ça,
vous allez ensuite pouvoir la partager au sein de différents de vos services. Donc vous avez des machines de test qui coûtent pas cher, voire des services gratuits, des services plus orientés sur la production, etc., etc. Donc là, imaginons, je vais prendre ce service-là. Côté monitoring, je vais mettre Application Insight pour vous faire une petite démo tout à l'heure. Et je vais demander à ce service d'être déployé. Alors ce qui est très intéressant avec des services comme justement App Service, c'est qu'on va pouvoir gérer la puissance à la volée. Typiquement, vous avez un service, vous savez que vous faites de la communication marketing, vous avez une pub qui passe à la télé, ou vous avez un truc spécifique, par exemple un match de foot. Imaginons, vous avez votre logo partout sur un stade, et vous savez que à chaque fois qu'il y a un match de foot, tout le monde va être sur son smartphone à se demander mais c'est quoi cette entreprise? Ou ah ouais, je me rappelais plus d'eux. Et du coup, vous allez prendre un choc. Eh bien, typiquement, vous pouvez aller sur votre app service, plan, et gérer la puissance. Et la puissance va être gérée genre 2-3 minutes plus tard. Vous allez avoir un boost de puissance sans avoir besoin de redéployer, sans avoir besoin de bouger votre code. Vous allez pouvoir bouger ça à la volée. De plus, vous allez pouvoir scripter ça si nécessaire. Typiquement, si vous avez de l'analyse intelligente, vous allez pouvoir sortir vos métriques et dire bah, quand je suis à 60% de puissance sur mon app service plan, s'il te plaît, bah, tu descends d'un niveau ou tu montes d'un niveau. Et vous avez aussi de la mise à disposition automatique pour déployer plusieurs instances d'une machine, la dupliquer au besoin. Alors là, j'ai mon site qui est déployé. Si je clique ici, si je clique sur mon URL, je suis automatiquement balancé sur le site par défaut. Parfait. Et là, ce que je peux aller voir, c'est mon deployment center. Mon deployment center qui va en fait me guider sur comment je peux déployer mon application sur cette interface. Donc là, j'ai plusieurs systèmes, hein. Je peux avoir de l'intégration continue avec Azure Repo, GitHub, Bitbucket, etc. Ou je peux faire du déploiement manuel via un FTP, Dropbox ou autre. Moi, j'ai pas envie d'utiliser ça. Ce que je peux faire directement, parce que je suis un flemmard, je peux aller directement ici, dans Visual Studio, cliquer sur Publish au niveau de mon projet et dire que j'ai envie de déployer sur un service qui existe déjà. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter avec mon compte. Donc hop, je vais prendre le bon compte. Il va se connecter avec mon compte, il va regarder les différentes subscriptions que j'ai. Et au sein de ces subscriptions, voilà, j'ai différentes subscriptions. Je vais pouvoir aller chercher mon app service et faire un déploiement directement depuis mon Visual Studio. Ça, c'est assez pratique quand, par exemple, ben, j'ai un app service en tant que développeur dédié à moi et que j'ai envie de déployer et que ça fonctionne bien. Je peux faire ça en 2 tours de main. Je déploie, je vérifie que tout marche, que tout est OK sur Azure. C'est parfait. Si par exemple sur Azure, il y a une configuration spécifique que je n'ai pas forcément en local, ce qui serait un défaut, mais bon, si on a envie de tester, on peut faire comme ça. Cependant, ce n'est pas idéal parce que ça demande à ce que les développeurs ils aient accès justement à tout ce process sur Azure, etc. C'est pas terrible. Ce qu'on va préférer justement, ça va être de mettre en place l'intégration continue. Donc pour l'intégration continue, je vais attaquer la seconde partie que je n'ai pas vue tout à l'heure sur Azure DevOps, qui est la partie pipeline. La partie pipeline, elle se découpe en 2 parties. Donc il y a le pipeline qui va être la partie intégration continue. L'intégration continue, ça consiste notamment pour les langages compilés à justement compiler notre programme pour avoir à la fin un exécutable ou en tout cas quelque chose que je vais pouvoir exécuter justement. Donc si c'est une application web, quelque chose qui va démarrer mon application web. Si c'est un exécutable, justement transformer un exé pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau pipeline. Donc j'ai 2 choix, hein. Soit je peux utiliser du YAML, soit je peux utiliser l'éditeur classique. Moi, j'ai une forte préférence sur l'éditeur classique, puisque c'est du clic-clic. Et c'est ce que je vais faire. Donc je décide d'avoir comme source Azure Repo et de dire, grosso modo, on va déclencher des builds à chaque fois que ma branche master va être mise à jour. La branche master, pour les non-développeurs, ça va être la branche principale au niveau du code. Ça va être celle qu'il faut garder le plus saine possible. Donc souvent, la branche master, c'est la version de votre programme qui est la plus sécurisée et avec le plus de fonctionnalités. Pour, pour vous donner une explication très très rapide.
Mon projet, c'est du .NET Core. Donc là, pareil, j'ai pas mal de choses, hein. Comme vous pouvez voir, je peux déployer builder du Android, du Maven. J'ai beaucoup de choix, sachant qu'il y a aussi un marketplace qui vient alimenter ces choix-là, hein, en plus des choses qui sont proposées par Microsoft. Moi, c'est du .NET Core, et donc je décide de faire un build classique .NET Core qui va me mettre en fait directement tout ce que j'ai besoin pour mon application. Restore qui va être la restauration des paquets de mon application. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus, c'est pas forcément le topo. Le build qui va être l'idée donc de construire mon application et de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et d'avoir un exécutable à la fin. Les tests pour valider que mon application est toujours maintenable. Et ensuite le publish et le publish artefact qui vont avoir pour but donc de générer un artefact au niveau dans le langage de l'intégration continue. Ça va être une version du programme qui est figée. On va prendre une application, on va la construire, on va y mettre un tampon avec sa version dessus et on n'y touchera pas. On n'aura pas le droit de la modifier, cette version-là. Et l'avantage que ça va avoir, c'est qu'à chaque fois qu'on va exécuter des tests dessus, qu'ils soient manuels ou automatisés, à chaque fois qu'on va la déployer dans notre process, un process de test, pré-prod, prod par exemple, eh bien, on est sûr et certain que cette version-là ne bouge pas. Donc, quand on dit qu'elle est invalide, elle est invalide. Elle sera toujours considérée comme invalide. Si on construit quelque chose de valide, ce sera une autre version. Et si on la considère comme valide, eh bien voilà, on sait elle ne devra pas bouger, elle ne pourra pas devenir invalide par la suite. Ou alors c'est qu'on a loupé quelque chose au niveau de nos tests, mais c'est le process qui est en faute et non pas le code, non pas l'artefact. Donc là, je vais décider de sauvegarder ce process, sauf que là, j'ai un process que je peux exécuter manuellement. Mais j'ai envie d'avoir de l'intégration continue, donc grosso modo, à chaque fois que ma branche est mise à jour, elle va automatiquement déployer mon code. Donc je peux démarrer ça ici, dans les triggers, je vais dire, je veux démarrer de l'intégration continue. Et à chaque fois que je vais mettre à jour, ça balance une nouvelle version de code. Donc ça, c'est parfait. Ça va du coup créer un artefact. Ah, j'étais un peu vite, excusez-moi. J'ai buildé sur une machine Linux mon code et je ne suis pas assuré que ça fonctionne. Donc hop, je vais démarrer sur une machine Windows. Voilà. C'est du .NET Core, donc ça devrait marcher, mais vu que j'ai pas fait le test préalablement à la démonstration, je ne vais pas tenter le diable non plus. Donc là, c'est en train de se builder, et pendant ce temps, je vais préparer le release management. Donc le release management, lui, c'est qu'une fois qu'on a déployé, une fois qu'on a créé cet artefact, on va déterminer qu'est-ce qu'on va en faire de cet artefact. Donc quel va être notre process via cet artefact. Donc là, ce qu'on a utilisé, c'est du app service. Donc je vais lui demander de créer un app service. Hop, je vais l'appeler production, puisque c'est ma prod, et je vais aller paramétrer cet app service. Et là, ce qui est génial, vu que j'utilise du Azure, bah, c'est qu'en fait, via mon compte, je suis directement lié sur Azure, j'ai accès à cette subscription, donc je vais créer un lien automatiquement avec cette subscription. Je vais attendre quelques secondes qu'il termine de créer le lien. Parfait. Et ensuite, il va aller chercher justement les différents app services qui répondent à ce que je demande. Donc là, c'est une web app en Windows, mais je peux prendre par exemple des conteneurs, des web apps Linux, etc. Donc là, une web app Windows, et je décide de déployer sur mon site qui s'appelle DemoMug. Comme j'ai pu faire tout à l'heure, je décide à ce que mon release management soit un release management en continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il la déploie de suite. Donc je vais prendre mon process que j'ai créé préalablement, qui est là, ça sera mon process source, et je vais lui demander ici, donc dans les triggers, ici Continuous Deployment Trigger, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version disponible, automatiquement tu vas suivre le process. Et le process, qu'est-ce que c'est? C'est que dès que tu as une nouvelle version, donc, tu balances sur la production, et donc sur le app service que j'ai configuré au préalable. Je vais sauvegarder ceci, voilà, et on va voir ce qu'il en est de notre pipeline. Donc notre pipeline a été terminé avec succès. Ici, on peut voir les différentes étapes de mon process, comment elles se sont exécutées. Si jamais j'ai des erreurs, je vais pouvoir les consulter là. Et si jamais je fais des tests ou que j'ai du code coverage, j'ai les différents panneaux qui vont pouvoir être ici pour pouvoir observer ça et faire mes retours. Donc côté release, visiblement il a terminé avant que j'ai le temps de créer ma release, donc je vais le faire manuellement. Ici, je vais créer une release et qui va balancer directement sur la production. Donc là, il va charger mon artefact et le déployer dès que possible.
Donc là, on voit que, bon, une grosse demi-heure, j'ai pu démarrer un projet, créer un app service sur Azure, mettre en place un début d'intégration continue. On n'a pas un process test prod, pré-prod, hein, mais grosso modo, c'est du copier-coller des process intermédiaires et des workflows de validation. Si j'ai le temps, j'y reviendrai un petit peu après. Mais voilà, j'ai pu mettre en place toute cette intégration continue pour démarrer mon projet. Parfait. Donc là, il a validé. Et si je recharge la page, donc là, mon site est en demomug.azurewebsite.net, mais vous pouvez évidemment mettre les DNS que vous désirez là-dessus. Voilà. Donc j'ai bien déployé mon application avec de l'intégration continue sur du Azure. Bon après, une application, c'est pas juste une exécution web. Ça va être aussi potentiellement une base de données, évidemment. Donc pour les services de base de données, vous avez pas mal de choses qui sont disponibles, hein. Si on tape ici Database sur Azure, vous voyez que vous avez pas mal de services qui sont différents en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de MySQL, MariaDB par exemple, pour les applications un peu open source, si vous faites du PHP ou autre, notamment. SQL Database, qui va être en fait un SQL Server managé. Vous allez avoir du Azure Cosmos DB, qui est une base de données NoSQL, etc., etc. Vous avez pas mal de services. Vous avez aussi des services plutôt orientés BI. Vous pouvez toujours, dans tous les cas, mettre en place une machine virtuelle et ensuite gérer du coup l'ensemble de vos services au-dessus de ça. Mais comme je vous disais, l'intérêt avec le pass, c'est justement de ne pas vous embêter, de pouvoir déployer rapidement des services, de ne pas vous occuper de la couche sécurité et autres. Alors, vous devrez toujours vous en occuper, mais vous aurez pas mal de choses qui vous seront déchargées, notamment tout ce qui est mise à jour. Donc nous, en l'occurrence, on va vouloir créer une base de données Azure SQL. En plus de ça, quand vous utilisez du PaaS, je vous le montrerai juste après, vous avez pas mal de petits services supplémentaires qui vont vous permettre d'optimiser votre code, etc. Vous avez des petites plus-values qui sont assez intéressantes. Hop, DB, DemoMug. Donc ça, c'est pour le nom de ma database. Ensuite, j'ai le serveur. Donc un petit peu comme tout à l'heure, le App Service Plan. Vous avez deux choses. Vous avez la base de données, vous avez le serveur de base de données. Un serveur de base de données va pouvoir contenir plusieurs bases de données. Par contre, à l'inverse du App Service Plan, le App Service Plan, c'était un endroit où vous allez acheter de la puissance et ensuite qui allait être répartie entre vos app services qui allaient venir la consommer. Ici, c'est un peu différent. Vous allez créer un serveur de base de données et ensuite, c'est toutes vos bases de données qui auront chacune un niveau de puissance particulière. Hop, le nom est disponible. Euh, et un mot de passe sécurisé. Parfait. Je décide où je veux stocker mes données. Là encore, si j'ai envie pour des raisons particulières de stocker mes données en France, je peux. Je peux choisir si ma base de données fait partie d'un pool élastique ou non. Donc, grosso modo, ça va être est-ce qu'il fait partie de. Est-ce que justement, en termes de niveau de puissance, on va pouvoir ajuster à la volée des choses et acheter un niveau de puissance un petit peu global ou pas? Et dans le cas d'une base de données non élastique, donc je vais pouvoir avoir le choix. Donc là, j'ai pas mal de choix. Il y a deux modes de facturation qui existent. Il y a par DTU, qui sont grosso modo des unités de calcul, qui sont un mix entre du CPU, de l'IOPS et de la mémoire, où vous allez pouvoir gérer ça directement en faisant un petit peu plus comme si vous achetiez une VM, mais sans gérer toute la partie système en dessous, c'est acheter un certain niveau de puissance. Vous allez dire, voilà, je veux X cœur, je veux un certain nombre de choses. Bon, les prix commencent un peu plus haut. Si vous avez des petits besoins, ou même si vous avez des gros besoins, mais que vous pouvez avoir, vous pouvez préférer le modèle DTU, voilà, vous pouvez passer par ça. Les prix commencent assez bas, hein. Vous pouvez commencer sur des instances à 5 euros pour plutôt du développement. Et puis ensuite, ça peut monter très très haut si vous voulez. Donc là, on va créer une petite instance classique. Et alors, je vais le faire assez rapide. Oui, les services. Et je vais autoriser ma propre adresse IP à se connecter.
Additional setting, donc on se base sur rien, on crée une base de données vierge. Et voilà, ça fait partie des petites options en pass qui sont assez intéressantes. Le Advanced Data Security. Typiquement, pour un peu moins de 13 euros par serveur par mois, donc c'est une somme quand même assez conséquente pour les tout petits projets, mais dès que vous avez des projets un peu plus volumineux, qui sont un peu plus coûteux, c'est vraiment pas grand-chose. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Azure va se proposer de regarder un petit peu tout ce qui se passe en termes de flux au niveau de votre base de données, de regarder votre infrastructure, dans vos tables dans la base de données, etc. et de vous donner des conseils, notamment en termes de sécurité, sur comment gérer vos données. Et c'est notamment intéressant sur tout ce qui va être RGPD et autres, s'il va vous proposer de classer vos tables, de classer vos données en fonction des données qu'il trouve sensibles ou non, de chiffrer certaines données, etc., de faire cette vérification-là pour vous. Donc si vous gérez parfaitement la sécurité, évidemment, vous n'avez pas besoin de ça et ça peut peut-être même vous embêter d'avoir ce genre de service. Très honnêtement, c'est toujours rassurant d'avoir un petit audit qui tourne en fond et qui vérifie que vous ne faites pas trop de bêtises. Vous avez pas mal de petites consoles comme ça justement sur Azure qui sont intéressantes, euh, qui vont vous donner des conseils en fait, tant en termes d'optimisation, en termes de sécurité, en termes de métriques, d'erreurs, de choses comme ça. Il faut le gros intérêt du cloud, outre le fait de pas trop s'embêter, c'est vraiment d'avoir aussi plus de conseils. Et le conseil, vous en sortez toujours grandi. C'est-à-dire que même quand vous pensez tout connaître, vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un conseil supplémentaire qui vient vous dire, bah, justement, t'as pas pensé à faire ça? Ah mais je savais même pas que c'était possible, je savais même pas que je devais faire ça, que je devais entreprendre cette action. Et du coup, vous apprenez. Donc on va attendre quelques secondes de ce côté-là. Alors pendant ce temps, je vais faire un tour sur un point que j'avais déjà créé auparavant. Si vous voulez voir les conteneurs registry pour le côté développeur, voilà. Ça va être l'endroit où vous allez pouvoir déposer justement vos conteneurs Docker. Vous pouvez créer très facilement un petit service, un petit peu comme le reste, hein, sur lequel vous allez gérer un certain nombre de choses. Et notamment, quand vous allez stocker votre repository, vous allez avoir vos différentes versions. Ah, vous avez vos différents repositories, vos différentes versions. Et ça, vous allez pouvoir dire si vous le mettez public ou non, comment vous allez aller chercher là-dessus. Si vous basez directement votre app service, par exemple, sur ce genre de système, eh bien, ça sera très simple à utiliser. Ça sera grosso modo du clic-clic comme on a vu tout à l'heure. Vous allez créer un app service, vous dites fais un app service Docker, vous allez aller chercher le repository qui correspond. Donc là, j'ai créé ma base de données et par rapport à ça, je vais pouvoir directement me connecter avec la connection string qu'on me donne ici. Donc cette connection string, en fait, je vais pouvoir faire un copier-coller. Donc il y a juste le password ici qu'il faudra que je vienne changer. Mais je vais pouvoir faire un copier et ensuite mettre à jour directement dans mon application. Hop, alors, ici, ma connection string qui s'appelle default connection et qui me permet donc de faire le lien avec la base de données. Donc là, c'est une base de données locale hein, pour le test, ce qui est parfait. Et je peux décider du coup d'aller directement taper sur Azure. Sauf que là, c'est pas idéal. Pourquoi? Parce que bah déjà, j'ai mis la connection string directement, je tape sur la base de données de prod. C'est jamais parfait. En plus de ça, si je commit, je vais envoyer ça sur mon dépôt, et c'est-à-dire que tous les développeurs qui ont accès au projet peuvent accéder à la base de données de prod. Alors même si je fais du filtrage par adresse IP, hein, puisqu'on peut faire du filtrage sur les différents services, si on va venir voir, alors voilà, je peux mettre en place du firewall et gérer donc quelles sont les adresses IP qui ont accès ou non. Je peux faire un certain nombre de choses. Donc, si jamais je fais ça, je donne un peu trop la main, je donne trop d'informations à tout le monde. Donc ça, c'est pas idéal. Donc ça, je vais l'enlever. Et pour gérer en fait les connection strings, au niveau des applications, il y a un truc qui est vachement bien côté cloud. On peut faire ça au niveau de l'intégration continue et s'embêter entre parenthèses à déplacer des fichiers, recréer des fichiers, changer des éléments à l'intérieur. Sinon, je peux directement prendre mon app service qui est ici
Et en fait, il faut savoir que la connection string, c'est une variable d'environnement au niveau système, au niveau applicatif. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer la connection string à la volée. C'est-à-dire que au lieu que ma connection string qui s'appelle default connection, elle soit d'une certaine valeur qui est ma valeur de développement, ben, je vais décider que quand une application est déployée sur ce app service et qu'elle utilise la variable d'environnement default connection string, on va remplacer cette variable par la valeur de prod et du coup, automatiquement, mon application se connectera au serveur de production. Ce qui me permet de protéger un petit peu plus le process parce qu'il y a uniquement les administrateurs Azure qui pourront voir la connection string. D'un autre côté, les administrateurs Azure, ils ont logiquement, vu qu'ils ont accès au app service, ont très probablement accès à la base de données aussi. Donc en toute logique, c'est déjà des personnes qui ont trop d'accès. Donc ça sert un peu à rien de leur cacher en plus à eux. Mais ça évite que, par exemple, si on ne veut pas donner accès au DevOps à l'ensemble de l'infrastructure de prod, c'est possible. Vous pouvez un peu plus gérer la sécurité comme ça. Ensuite, une petite fonction intéressante au niveau d'Azure, notamment sur les app services, ça va être les deployment slots. Ça va vous servir au niveau du développement quand vous avez besoin, en fait, soit quand vous faites du A/B testing et que vous faites de la montée en version, vous allez pouvoir répliquer un app service pour justement au niveau de la configuration être similaire. Et on peut le voir ici avec le trafic, donc 100%. On va pouvoir gérer le trafic entre deux slots. Et ainsi rediriger un certain nombre de personnes d'un côté, un certain nombre de personnes de l'autre. Si jamais on voit qu'il y a des erreurs ou des mécontentements suite à ça, on sait que la nouvelle version, il y a des problèmes. Donc on va arrêter de la mettre à jour. Et sinon, on va pouvoir basculer petit à petit vers la nouvelle version et ensuite déclarer la nouvelle version en production. On va pouvoir aussi potentiellement créer des pré-productions en fait, tout simplement. Une pré-production par exemple ou un serveur de test. On va par exemple dire je vais cloner le démo mug, toutes les configurations du démo mug et créer une nouvelle version. Et ça va vous permettre de gérer plus facilement vos projets. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir trois app services, un pour la prod, un pour la pré-prod, un pour le test, un pour la B testing, ben en fait, vous allez tout simplement créer des slots au sein d'un seul app service et au sein de votre interface Azure, vous serez beaucoup moins embêté au niveau des différents sites. Alors pour reprendre un petit peu le fil, parfait, j'ai évoqué ces différents points. Oui, au niveau de la base de données aussi. Côté base de données, vous avez quelque chose qui est vachement intéressant. Comme je disais, ça va être les optimisations. C'est-à-dire que Azure, ce qu'il vous propose, il y a toutes les requêtes qui vont être exécutées. Vous allez pouvoir avoir un certain nombre de retours là-dessus. Vous avez des performance overview. C'est-à-dire que vous allez voir quelles sont les requêtes qui vous consomment le plus de temps d'exécution, qui vous consomment le plus de DTU, parce que c'est pas, il y a des requêtes qui peuvent durer 1 heure à faible régime. Il y a d'autres requêtes, bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Il y a d'autres requêtes qui peuvent durer 5 minutes à fort régime. Il y en a où le temps d'exécution cumulé dans la journée va être très long, c'est-à-dire qu'il y en a il y a une requête qui consomme très peu de DTU et qui dure pas longtemps, mais vous l'exécutez toutes les 5 secondes. Donc ça peut être un problème. Ou à l'inverse, voilà, vous avez des grosses requêtes qui durent très très longtemps. Vous allez avoir tout un tas de métriques ici qui vont vous faire des rapports sur ça et qui vous vont permettre d'optimiser votre application, en tout cas votre base de données. Parce que c'est peut-être pas forcément votre application, c'est peut-être juste des procédures stockées, des choses comme ça. Vous allez avoir des métriques par CPU, par data IOPS, etc., etc. Et enfin, vous avez le automatic tuning qui est assez intéressant. Le automatic tuning, en fait, justement, il va regarder votre base de données. Il va vérifier des choses un petit peu non critiques, mais que les personnes qui ne sont pas DBA n'ont pas forcément l'habitude de faire, à savoir créer des index. Et pour tous les endroits où vous avez potentiellement des lacunes parce que justement vous n'avez pas créé d'index, vous faites souvent des recherches sur une certaine colonne ou des choses comme ça, mais il va vous proposer de créer automatiquement ces index. Et vous pouvez lui autoriser justement la création automatique d'index, ou alors il va juste vous conseiller et à vous d'aller venir voir régulièrement l'interface et d'accepter ou non les propositions qu'ils vous font. Pareil, il va pouvoir dropper les index, etc. Et à chaque fois qu'il va créer des index, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il va en plus de ça vous donner des métriques. C'est-à-dire que s'il a créé automatiquement, il va créer un index, vous dire combien de requêtes il a optimisé, quelles requêtes il a optimisé, de combien pour cent elles ont été optimisées. Et il se peut que justement il y ait des cas où l'optimisation soit négative, où finalement la création d'index
vous mange plus de puissance qu'autre chose, entre justement la quantité de stockage que ça prend, etc., etc. Et finalement, bah, il est capable aussi de revert automatiquement un index quand il considère qu'il a été mal fait, enfin, quand il considère que ce n'est pas une optimisation. Ça fait typiquement partie des services qui peuvent justement vous aider à développer des choses. En plus de ça, donc pour la partie, pour ceux qui connaissent un petit peu Power Platform, il y a toute la partie Power Platform qui s'intègre très facilement en un clic à partir d'ici. Ça, c'est un plus. On va revenir sur le slide. Bon, pour le coup, j'ai déjà fait une intégration continue. On fait surveiller son application. Bon, je suis à peu près dans les temps, je vais légèrement dépasser. Surveiller son application, ça va consister à... Donc, tout à l'heure, quand j'ai créé l'application, j'ai activé Application Insight. Application Insight est un service en fait d'APM. Donc, les services d'APM, c'est des services de monitoring de l'application de bout en bout. Typiquement, vous devez à peu près tous connaître Google Analytics, qui est un système de, entre parenthèses, monitoring, de surveillance ou autre. Côté client, on va pouvoir voir ce que font les utilisateurs, combien de temps mettent les pages à charger, quel est leur process de navigation, etc., etc. Un APM, c'est plus violent que ça. Il y a cette partie client où on va pouvoir voir où vont les utilisateurs, quelles sont les actions qu'ils ont tendance à privilégier, l'interface client, à combien de temps elle met à s'afficher, etc., etc. Mais il y a aussi surtout tout le côté serveur qui va être intéressant, à savoir quelles sont les routes qui sont appelées, quelles sont les fonctions qui prennent longtemps à s'exécuter, quelles sont les requêtes SQL qui sont envoyées sur la base de données, et d'avoir énormément de métriques de ce côté-là. Et App Service donc, va vous permettre d'optimiser votre application à fond. Vous allez aussi avoir un retour sur les erreurs qui sont dans votre application, des choses comme ça. Quand vous faites du .NET, typiquement, ça s'intègre super bien évidemment au .NET, mais c'est pas seulement sur du .NET. Il y a un système d'API ouverte qui est très bien documenté. Mais sur du .NET, vous allez pouvoir l'intégrer en un tour de main. Voilà, vous allez avoir des petites métriques comme ça, du style la réponse, le temps de réponse du serveur, le nombre de requêtes, les requêtes qui ont échoué, avoir des stack traces par rapport à ça, voilà. Avoir des rendus sur les performances, les fonctions, etc. Vous allez pouvoir activer ça assez facilement. Alors seulement sur les serveurs Windows par contre, surtout sur les App Service Windows. Mais vous allez pouvoir activer beaucoup de choses. Donc la collection level pour tout ce qui va être justement un petit peu métrique générale. Le profiler pour aller loin dans le détail sur quelle fonction prend du temps. Le SQL command qui va vous permettre de savoir quelles sont les requêtes SQL qui ont été exécutées. Vous avez aussi cette information côté SQL Server, mais côté SQL Server, vous allez juste savoir quelles sont les requêtes qui sont longues. Vous n'allez pas savoir d'où elles viennent. Alors que là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir savoir si les requêtes ont été exécutées souvent et d'où est-ce qu'elles proviennent. Est-ce que c'est cette route API qui a été consommée ou est-ce que c'est ce point d'entrée-là? Et en plus de ça, Application Insight s'intègre directement dans Azure, dans Visual Studio, pardon. En plus de dans Azure. Vous allez aussi pouvoir utiliser Application Insight pour vos systèmes de log entre parenthèses classiques. C'est-à-dire que dans votre application, dès que vous allez vouloir envoyer des logs de surveillance, vous avez une erreur, etc., vous voulez le consulter, vous allez pouvoir utiliser Application Insight et enrichir Application Insight. Application Insight deviendra donc votre moteur centralisé pour ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous présenter sur Azure. Il y a énormément de choses encore que je veux vous montrer, mais ça fait déjà une bonne heure qu'on est dessus. Donc je vais plutôt laisser la place aux questions si vous en avez. Pour finir sur ça, les systèmes, le tout intégré Microsoft, c'est pas parfait, il y a des défauts, hein. Sur chaque service, bah, il y a des concurrents, chez Google, chez Amazon, il y a des choses qui sont très bien aussi. Mais quand même, avoir du tout Microsoft, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage au niveau du temps, au niveau du confort. Vous avez vu, j'ai pu déployer une application, démarrer mon application de zéro, avoir tout en local, tout gérer mon serveur, tout gérer ma prod. En quelques minutes de plus, j'aurais pu gérer un test, une pré-prod en plus, pour pas beaucoup plus long. Donc je peux vraiment démarrer un projet rapidement avec ça. En plus de ça, vous n'êtes pas obligé de faire du tout Microsoft.
Vous pouvez faire juste une partie. Typiquement, vous voulez utiliser juste du app service et la base de données sur un autre service cloud ou du on-premise, vous faites ce que vous voulez. Et encore, le gros avantage avec le tout Microsoft, c'est que c'est 2 clics, vous avez votre truc. Mais sinon, ça s'utilise comme n'importe quel service sur Amazon, sur Google ou autre. Voilà, le tout intégré, c'est quand même bien. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. J'ai vu quelques questions dans le chat au début, mais pas plus après. Si vous voulez que je vous montre un petit truc rapidement aussi, il n'y a pas de souci. Pour rappel, les objectifs, donc c'était vous faire découvrir un petit peu l'environnement Azure, voir qu'on peut démarrer un truc rapidement. Voilà. J'espère que l'objectif a été accompli. Alors l'URL de l'enregistrement, si je dis pas de bêtises, ça devrait être celle sur laquelle vous êtes. Je crois que l'URL ne change pas. Au pire, j'ai envie de dire, Joël me confirmera, mais sinon on enverra la vidéo, pardon, on enverra sur le chat du mug par mail le nouveau lien, s'il y en a un. Ah oui, j'allais oublier. Il y a un formulaire, un Microsoft Forms, si vous pouvez y répondre, qui est en dessous du YouTube, qui pourra être envoyé par mail aussi éventuellement. Sur l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de la démo, d'avoir votre retour, de savoir aussi qu'est-ce que vous voudriez comme future session, quelle orientation vous voudriez pour les futures sessions. Comme ça, on essaie de répondre au mieux à vos attentes et qu'on apprenne un maximum de choses ensemble. Pareil, là encore, je lance un dernier appel. Si jamais vous avez des présentations que vous voulez parler un petit peu de ce qui vous passionne, surtout n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous.